Alors, sur cette chaîne, je parle de high ticket, de business en ligne. C'est une chaîne secondaire. J'essaie de faire des vidéos courtes. J'ai une chaîne principale où je fais des vidéos un peu plus longues. Je m'appelle Thierry. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de scaling. Les principes du scaling. De manière générale, dans le business. Comment scaler? Alors, très simple. Pour scaler, il faut tout simplement avoir du levier. Très simple. J'essaie de faire des vidéos courtes, donc j'ai pas envie d'entrer dans les détails, de faire des cours d'économie, des cours d'histoire, d'aller très loin dans les détails, de parler de l'Angleterre, de parler de la révolution industrielle anglaise, de l'Empire français, de comment la France a réussi à contrôler un écosystème en Afrique. Comprendre l'économie, comprendre l'histoire nous permet de mieux comprendre aussi des principes qu'on peut appliquer dans le business, parce que tout est lié, absolument tout est lié. Les lois sont les mêmes partout, les lois de l'univers, les lois de la science sont les mêmes partout. Mais je ne le ferai pas, j'essaierai d'être très simple. Et je vais dire à ce niveau-là, les principes sont les suivants. Il faut avoir le maximum de leviers possible lorsque vous faites du scaling. Qu'est-ce qu'avoir le maximum de leviers possible? Avoir le maximum de leviers possible, c'est d'être le plus loin possible du client dans la chaîne de valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'être le plus loin possible du client dans la chaîne de valeur ajoutée? C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'il y a un client dans une chaîne de valeur ajoutée, normalement, il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans la chaîne de valeur. Il faut que vous soyez l'acteur qui va le plus loin possible de la chaîne. Il faut que vous soyez l'acteur qui influence le maximum d'acteurs dans la chaîne de valeur ajoutée. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque Charlotte veut acheter un sac sur Louis Vuitton, il y a bien évidemment plusieurs personnes qui vont gagner de l'argent lorsque Charlotte va acheter ce sac et non pas que Louis Vuitton. Première chose, lorsque Charlotte achète son sac, elle va forcément aller sur le site de Louis Vuitton acheter ce sac. Louis Vuitton achète. Louis Vuitton va gagner de l'argent. Très bien. Or, Louis Vuitton est forcément hébergé sur un site. Il y a forcément une plateforme qui héberge le site de Louis Vuitton. On est d'accord. Ça peut être Hostinger, je ne sais quoi. Louis Vuitton fait les choses, ils ont leur propre hébergeur. Mais si on prend un autre site, par exemple, qui va être hébergé... Voilà, Skims de Kim Kardashian. Skims est hébergé sur Shopify. Très bien. Donc Shopify va aussi gagner de l'argent lorsque Charlotte va acheter des sous-vêtements sur le site de Kim Kardashian. Donc, et Shopify est plus loin de la chaîne de valeur que Skims. Shopify a fourni moins de travail que Skims pour avoir par extension un client et gagner de l'argent comparé à Skims. Et Shopify peut avoir plusieurs Skims sur sa plateforme, comme Skims peut avoir plusieurs Charlotte comme client. Donc naturellement, Shopify aura aussi plusieurs Charlotte comme client. Donc, Skims doit être hébergé sur une plateforme qui s'appelle Shopify. Très bien. Or, Skims et Shopify, eux, doivent être connus pour qu'on puisse aller acheter sur Skims, mais aussi aller sur Shopify, développer un site internet. Et pour ce faire, il faut faire de la publicité, ou bien, en tout cas, il faut être présent sur les réseaux sociaux. Donc, il faut faire de la publicité Facebook, ou bien être présent sur Instagram, qui est toujours Facebook. Donc, naturellement, lorsque Charlotte achète son sac, Facebook Meta va aussi gagner de l'argent en fournissant encore moins d'efforts que Shopify et que Skims. Parce que Skims est client de Shopify, Shopify est client de Facebook, mais Skims est aussi client de Facebook. Facebook a fourni moins de travail que les deux autres et Facebook va aussi gagner de l'argent. Sachant que Facebook va aussi avoir plusieurs Shopify. Quand je dis Shopify, c'est-à-dire des sites d'hébergeurs, que ce soit de sites internet ou bien d'applications et autres, va avoir plusieurs annonceurs comme Shopify et Skims. Naturellement, Facebook a plus de leviers que Skims et Shopify. Et Charlotte est toujours au début en train d'acheter son sac. Facebook a besoin d'être présent sur un store, le App Store, le Google Play Store. Donc naturellement, le App Store a aussi plus de leviers que Facebook, Shopify et Skims. Parce que naturellement, lorsque de l'argent est gagné sur Facebook, le App Store aussi gagne de l'argent. Le App Store a fourni moins d'efforts aussi que Facebook, Skims et Shopify. Et c'est toujours pareil. Pour un App Store, il faut ce qu'on appelle un hardware. Donc, il faut un téléphone, il faut un MacBook, en tout cas, mais surtout un téléphone, un iPhone, ou bien un Samsung, un Xiaomi, un Huawei.
Donc, naturellement, celui qui détient le hardware gagne plus d'argent aussi parce qu'il a plus de levier et que par extension, il gagne de l'argent lorsque Charlotte a acheté son sac sur Skims. Donc, on est déjà là, on est Charlotte. Attendez, on va faire comme ça. Charlotte, Skims, Shopify, Facebook, App Store, Apple. Pour faire le téléphone Apple, il faut des, comment on appelle ça, des composants. Donc, il faut des microprocesseurs. Il faut des écrans OLED. Tous ces composants. Donc, naturellement, Nvidia a plus de potentiel toujours que Apple. C'est pas pour rien qu'Nvidia a une capitalisation boursière bien plus élevée que Apple. Parce qu'Nvidia n'a pas que client Apple, mais elle a aussi OpenAI, elle a aussi tout ce qui relève de l'intelligence artificielle. Nvidia, elle aussi, se fournit. Donc c'est toujours pareil, parce qu'il faut encore des composants bien plus bruts que les microprocesseurs que Nvidia. Donc des compagnies comme TMC, la compagnie taïwanaise, aussi, eux, ont du levier, bien plus qu'Nvidia ou bien plus que Apple. Et avoir du potentiel ne veut pas forcément dire que ces entreprises font plus d'argent que Apple. C'est tout simplement avoir du potentiel. Ensuite, vous avez l'entreprise qui fait des composants comme Nvidia ou bien TMC, je ne sais pas quel est le nom exact, mais l'entreprise taïwanaise. Mais il y a encore des gens qui sont encore plus loin de la chaîne. Pour faire ces composantes, il faut des matières premières. Il faut de l'énergie. Donc, il faut du coltan, il faut du pétrole. Donc, naturellement, des compagnies comme Aramco ont encore plus de potentiel. Or, les entreprises comme Aramco, les entreprises industrielles, les entreprises d'extraction de matières premières, etc., ce sont des entreprises qu'on appelle entreprises très, très lourdes. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de capital pour construire les infrastructures. Et pour ce faire, il faut du cash. Et qui fournit le cash? La banque. Donc, JP Morgan. Donc, naturellement, lorsque Charlotte a acheté ses sous-vêtements chez Skims, JP Morgan a gagné de l'argent. Et lorsque je parlais de potentiel et que j'explique que JP Morgan comme Nvidia ont bien plus de potentiel que Apple, etc., c'est-à-dire que ces gens-là doivent fournir moins d'efforts que Apple pour avoir un client. C'est ce qu'on appelle le levier, le leverage. Facebook doit fournir bien plus d'efforts que JP Morgan pour avoir un client. Mais ils en gagnent de l'argent parce que eux aussi ont leur, on va dire, leur bourreau, leur force de production qui vont faire le travail à leur place. Donc, le principe du scaling, c'est d'avoir le maximum de levier possible. Et avoir le maximum de levier possible, c'est-à-dire être le plus loin possible du client final. Comment est-ce que vous le faites dans votre business? Vous créez un écosystème. Et dans cet écosystème, il y aura plusieurs acteurs. Ces acteurs vont faire tout le travail à votre place pour délivrer le service, votre produit à Charlotte. Mais aussi, si Charlotte est satisfaite, il faut que Charlotte ramène elle, à son tour, des clients pour qu'ils viennent acheter votre produit au travers de votre écosystème. Facebook, par exemple. Facebook génère beaucoup d'argent grâce à vous qui faites de la publicité sur Facebook sans que Facebook n'ait à dépenser le moindre centime. Comment est-ce que Facebook le fait? Facebook a un algorithme en version 1 suffisamment bon pour vous convaincre de faire de la publicité sur Facebook. Vous dépensez votre argent pour avoir des clients. Or, en dépensant votre argent, vous permettez à l'algorithme d'avoir plus de data. À partir de cette data, Facebook n'a pas dépensé 1 euro en plus, mais grâce à la data que Facebook a acquis grâce à l'argent que vous dépensez, Facebook est capable de faire une mise à jour de son algorithme pour avoir un algorithme version 2 bien encore meilleur, pour avoir plus de clients. Et Facebook, lui, derrière, il développe son algorithme sans dépenser 1 euro, vous lui permettant de faire le travail à sa place. Bien évidemment que Facebook, lui aussi, il a son petit budget pour continuer de développer son algorithme, bien évidemment. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que Facebook a le leverage pour avoir ses propres clients qui lui permettent de développer son produit et d'avoir de nouveaux clients. Un autre exemple, dans notre marché, nous avons le business de l'affiliation. Monsieur, par exemple, Andrew Tate, comment est-ce qu'il fait plein d'argent? Lui, c'est exceptionnel. Il fait carrément payer ses clients et ses clients ensuite lui ramènent des clients. Donc, monsieur Andrew Tate est le plus loin de la chaîne de valeur. Il est là, il fait un podcast, il fait des vidéos qui vont attirer des clients qui vont payer pour entrer dans son programme. Et ces personnes, ensuite, elles, vont prendre les vidéos d'Andrew Tate, travailler à sa place pour
faire de l'awareness et ramener de nouveaux clients à Monsieur Andrew Tate qui est le plus loin possible de la valeur, de la chaîne de valeur ajoutée. Ça s'appelle du leverage. En e-commerce, moi, c'est ce que j'ai fait en e-commerce. Par exemple, je fais un produit de bonne qualité, je fais un maillot de bain de bonne qualité, j'ai des clientes très contentes, très satisfaites. Qu'est-ce qu'elles vont faire, ces clientes? Elles vont tout simplement me contacter en me disant « Thierry, nous sommes très satisfaites de votre produit. J'aimerais faire une vidéo témoignage. » Je n'ai absolument rien demandé. Qu'est-ce que moi je dis? Alors oui, s'il vous plaît, ce serait très gentil de votre part. Et d'ailleurs même, je vous offre un produit en échange de 3 à 4 vidéos témoignages. Et c'est comme ça que je me retrouve sans avoir payé qui que ce soit, sans qu'on me prenne la tête, sans qu'on me contacte, sans qu'on vienne me convaincre que le studio pour faire des photos coûte 1500 € en France alors qu'il coûte 200 € en Russie, sans que je n'aie à me casser la tête. C'est comme ça que j'ai beaucoup de clientes qui me font des vidéos témoignages en échange, moi, de leur donner un produit gratuitement. Et en plus de cela, étant donné que les clientes ont acheté pour des raisons différentes selon les clientes, moi, ça me permet ensuite de élargir ma puissance argumentaire pour ce qui est de mon marketing, parce que maintenant, je vais faire des publicités selon différents axes marketing, tout simplement parce que les clientes, dans leur message, elles vont donner des raisons différentes, des raisons qui ont fait qu'elles achètent mes produits. Toujours du levier. Et c'est comme ça partout, hein. C'est-à-dire que là, en début de vidéo, j'ai expliqué que je ne voulais pas faire un cours d'histoire sur l'Angleterre et la France, mais si vous regardez, parce qu'il y a des économistes passés qui nous expliquent, comme Jacques Marseille, un économiste français qui disait justement que la colonisation en France n'a pas permis à l'Empire français réellement de faire du bénéfice, cet homme a totalement tort. Pourquoi? Parce que les révolutionnaires libéraux de droite avec les gauchistes libertaires lors de la Révolution française, lorsqu'ils sont ensuite allés en Afrique, lorsqu'ils sont allés ensuite aller en Algérie, au Mali, au Niger, la Namibie pour l'Allemagne, etc., le but ici n'était pas de faire du cash maintenant. Non, non, non. Le but ici était d'emmagasiner le maximum de matière à ramener dans le pays pour construire une économie locale. Nous, ceux qui faisons ça, les maîtres de l'Empire ont construit un écosystème ensuite en France pour faire de la dette aux personnes qui ont identifié le monopole que nous sommes en train de créer en France et dans ce monopole, trouver les moyens de faire de l'argent. Mais aussi de l'autre côté, on a créé un écosystème en Afrique où on contrôle la monnaie, les moyens de production, la structure, la technocratie, ce qui nous permet ensuite, parce que là, sur le court terme, on est break-even, mais nous, c'était pas notre objectif. Notre objectif, c'était de transformer, de construire un écosystème pour ensuite vivre de la rente. On a de la rente parce qu'on a créé une monnaie qui s'appelle le franc CFA en Afrique, qui nous permet ensuite, les Africains, eux, ils font tout le travail, ils ont leur force de production, ils font le travail. Nous, parce qu'on a la monnaie pour contrôler leur écosystème, tous les bénéfices qu'ont fait ces entreprises sont rapatriés dans la Banque de France. Nous, on a du bénéfice sans avoir travaillé sans avoir fait quoi que ce soit. Hop, on a fait du bénéfice parce qu'on contrôle l'écosystème, mais en France, c'est pareil. Il y a des personnes en France malignes qui ont identifié les moyens de faire de l'argent dans le monopole qu'on a créé grâce à l'Empire français. Ces personnes vont ensuite aller nous voir, nous, parce que dans notre écosystème, on contrôle les banques, on contrôle les moyens de production, on contrôle l'accès au capital. Ces personnes qui ont identifié les moyens de faire de l'argent dans notre monopole, à nous, vont venir nous voir pour qu'on leur prête de l'argent. Et nous, on vit doublement de rente. On vit d'une rente en Afrique comme on vit d'une rente grâce au taux d'intérêt en France. Donc, peu importe le cas dans le business, le but est toujours d'être le plus loin possible de la chaîne de valeur, de la chaîne de valeur vis-à-vis du client qui achète nos services et faire le maximum d'argent. Quand je parlais tout à l'heure de monopole, un autre monopole, pour ce qui est de nous en ligne, par exemple, Facebook est devenu un monopole, les GAFAM sont devenus des monopoles aux États-Unis d'Amérique et dans tout l'Occident grâce aux accords suite à la Seconde Guerre mondiale, où maintenant, malheureusement, les pays européens se doivent de laisser le software américain se diffuser naturellement en Occident, ceci a permis aux GAFAM d'être omniprésents dans les pays européens. Il y a des jeunes
comme moi ou d'autres, qui ont identifié qu'il était possible de faire de l'argent grâce à ces monopoles. Ça s'appelle la publicité Facebook, ça s'appelle les réseaux sociaux, ça s'appelle TikTok, ce qui nous a permis ensuite de faire de l'argent. Voilà ce que j'appelle identifier des opportunités dans un monopole, comme l'ont fait les personnes durant les 30 Glorieuses en France, lorsque la France crée tout cet écosystème grâce à son empire. Et ceux qui sont les plus riches sont ceux qui contrôlent l'écosystème. Donc ce que vous devez faire, vous, dans votre business à étiquette, c'est de créer un écosystème. Vous avez un client, vous avez du levier. Le levier, c'est quoi? Vous avez 4 moyens de levier. L'argent, l'IA, vos vidéos et l'humain, les équipes. L'écosystème, c'est ce que vous devez créer. Vous devez avoir des vidéos. Des vidéos qui sont réplicables pour faire ce qu'on appelle du mass content staking, c'est-à-dire de la propagande. C'est-à-dire qu'à partir d'une vidéo, vous êtes capable de la transformer en 1 million de vidéos qui vont toucher tous les réseaux sociaux. Votre écosystème là-dedans, c'est d'avoir l'argent, l'IA, l'humain et les vidéos pour que le travail soit fait. La force de production, c'est-à-dire les gens qui vont utiliser leur énergie à votre place, dans votre écosystème pour vous permettre d'avoir des clients, la force de production doit être ensuite faite par vos équipes, mais aussi vos clients. Comme l'a fait Andrew Tate, comme l'a fait l'Empire français, comme l'a fait aussi l'Angleterre, comme le fait Facebook, grâce à son algorithme qu'il développe, comme le fait Amazon, grâce à la data qu'elle récolte tous les jours avec les e-commerçants qui achètent sur ces sites pour qu'elle ait ensuite une infrastructure ultra développée qui lui permet d'avoir le maximum de data pour ensuite vendre cette infrastructure qu'on appelle AWS à Netflix, comme l'a fait Apple aussi avec son App Store, où il a construit un App Store, il a construit son écosystème, où plein d'applications viennent essayer de faire de l'argent et Apple reçoit un pourcentage. C'est un business aussi de banquier, exactement comme les banques qui, elles, prêtent de l'argent et attendent que l'argent leur revienne et qui vivent aussi de la rente. C'est pareil. Vous créez un écosystème et dans cet écosystème, vos clients doivent faire le travail à votre place. Comme en e-commerce, où je vais l'expliquer tout à l'heure. Et avoir un produit de qualité. Avoir des affiliés. Les affiliés dits comme non dits. Je vais sur le private equity. C'est-à-dire, vous êtes des scaling partners. C'est-à-dire, vous avez un mec qui va faire tout le travail à votre place en étiquette. Vous vous demandez juste 15%, vous lui donnez les bonnes stratégies à utiliser. Il fait le travail, ensuite vous récupérez de l'argent lorsqu'il génère du chiffre d'affaires. Peu importe comment vous pensez, peu importe votre business, quand vous décidez de scaler, vous devez trouver le moyen de faire en sorte que, 1, votre équipe fasse le travail à votre place, 2, vos clients aussi vont faire le travail à votre place et trouver le moyen de ne pas payer vos clients. Exactement comme durant les temps de l'esclavage, exactement comme l'Angleterre et le Commonwealth, exactement comme en 1769, l'Angleterre avec la révolution de la machine à vapeur et James Watt. Il faut que les gens fassent le travail à votre place. Exactement comme l'algorithme de Facebook, vous devez faire en sorte que les gens fassent le travail à votre place. Vos clients doivent vous ramener d'autres clients sans même que vous n'ayez à payer ces clients. Trouvez le moyen de développer votre écosystème de telle sorte que ces gens vont dans votre écosystème vous ramener des clients sans que vous n'ayez à les payer. Exactement comme l'a fait aussi Andrew Tate. Mais il y a aussi une autre chose. Vous devez aussi trouver le moyen de faire en sorte que vos clients reviennent éternellement vous voir. En 1813, lorsque l'Angleterre, en 1808, a réussi à stabiliser son empire avec cette révolution industrielle, l'Angleterre avait trouvé le moyen de transformer une valeur brute en valeur ajoutée. Qu'est-ce que l'Angleterre ensuite a fait? En 1808, elle a interdit le commerce des esclaves. Donc il était interdit de transiter avec ces bateaux de l'Afrique vers les Amériques. Elle n'a pas fait pour le bien de l'humanité, elle a fait pour saboter ses concurrents. La Hollande, la France, le Portugal, le Brésil. Durant cette période, il y avait des théoriciens et des mecs qui faisaient beaucoup d'argent grâce à l'esclavage, comme en 1813, Herman Merivale ou bien John Taylor, qui expliquaient qu'il était bien mieux d'avoir des éternels clients que d'avoir des esclaves, parce que du jour au lendemain, l'esclave, il se révoltera. Ce n'est pas naturel ce que vous faites. Vous le forcez à travailler, vous le fouettez. Alors que les clients, avec toutes les techniques psychologiques, lorsque vous le rendez accro à votre produit, il revient tout seul. Parce que vous créez des addictions chez ce client. C'est ce que vous devez faire. C'est ce que fait Apple avec l'obsolescence programmée de ses produits. Apple vous donne l'impression de vous aider, parce qu'il y a aussi des mecs qui pensent que dans le business, il faut aider les gens. Non, le capitalisme est une idéologie. Qu'est-ce qu'une idéologie? Une idéologie,
C'est quoi? C'est un groupe d'humains qui ont compris des lois de l'univers, des lois de la nature, ce qui s'appelle la science. Et à cette science, ils vont fixer leurs propres intérêts à cette science, ce qui va transformer la science en un instrument qu'on militarise, qui est rendu du coup utilitaire. Ça s'appelle le scientisme. Eh bien, c'est ce qu'est le capitalisme. Le capitalisme, en fait, est une idéologie qui se sert de la loi fondamentale qui est que le travail égale la richesse. C'est-à-dire que le seul moyen pour s'enrichir, c'est de travailler. C'est une loi fondamentale, c'est une loi universelle. À cette loi fondamentale, il y a ensuite des êtres humains qui se servent de cette loi pour leurs propres intérêts. Et cela s'appelle une idéologie. C'est qu'est le capitalisme. Parce qu'intrinsèquement parlant, le capitalisme est l'idéologie la plus antifragile. Depuis que les humains pratiquent, depuis que les humains essayent de développer des modèles de société, des modèles civilisationnels, le capitalisme a toujours existé. La banque, le système monnaie, le système argent n'existent pas depuis l'époque des Germano-Italiens, c'est-à-dire les Florentins, les Médicis, Pise, Amalfi, Gênes et les Vénitiens. Il existait déjà au temps des pharaons égyptiens. Il a déjà été prouvé que des fiches de paye, le système monnaie, le seignou, le châti, le débène existaient déjà à l'époque des pharaons qui payaient des gens pour construire leurs pyramides et consorts. Et cela fait même partie d'ailleurs même des principes fondamentaux lorsqu'on essaie de créer un modèle de société, un modèle civilisationnel. Donc le capitalisme a toujours existé et il existera toujours. Mais c'est une idéologie, malheureusement. Donc il est victime, en fait, de ce qu'on a fait de lui. Le problème n'est pas le capitalisme, le problème est de ce qu'on a fait du capitalisme. Un truc prédateur. Et donc, si on revient à ce que j'ai dit, dans ce capitalisme, on vous fait croire qu'on est là pour aider les gens, alors que non. Vous n'êtes pas là pour aider les gens. Vous êtes là pour donner l'impression aux gens que vous les aidez, comme ce que j'expliquais avec John Taylor et Herman Merrival. Et ça, Apple le montre très bien avec l'obsolescence programmée. Chaque 3 ans, vous avez l'impression que le produit Apple est exceptionnel, mais bizarrement, tous les 3 ans, votre produit devient de la merde. Et parce que Apple a réussi à créer tout un narratif qu'on appelle le marketing de valeur, où Apple a créé une communauté, où Apple a des fans et non des clients, vous revenez chaque 3 ans acheter des produits Apple. C'est ce que vous devez faire tous les jours. Facebook le fait aussi avec son algorithme qui est tellement addictif que vous revenez dépenser de l'argent sur sa plateforme. Il n'y a pas d'éthique dans l'idéologie du capitalisme. Et cela est prouvé du côté du prestataire comme du côté du client. Parce que tous les jours, les clients, lorsque tu leur demandes leur avis, ils vont tous te dire qu'on aimerait que nos données soient protégées, qu'il y ait du privacy qui soit respecté, ce qu'a bizarrement fait Apple. Apple a le pouvoir d'exploiter comme un malade les données de ses clients, ce qu'Apple n'a pas fait. Résultat des courses, Apple est en retard comparé aux autres pour ce qui est de l'intelligence artificielle. Et qu'avons-nous là de l'autre côté? Les clients, les gens qui disent que Apple est à la ramasse. Les mêmes personnes qui vous disent que on aimerait que les GAFAM protègent, les GAFAM respectent notre privacy. Est-ce que vous voyez la contradiction de ces personnes? Donc de deux côtés, que ce soit le prestataire ou le client, la prédation est ce qui domine. Au travers de cette idéologie capitaliste qui est devenue un égrégore, une boule d'énergie qui regarde les humains tout en haut et qui nourrit ces gens sans même qu'ils n'en s'en rendent compte. Donc, vous devez donner l'impression aux gens que vous les aidez, mais en réalité, vous ne les aidez pas. Vous les rendez esclaves de votre produit et à cause de cet égrégore, cette idéologie qui a rendu le capitalisme prédateur, le capitalisme étant victime de ce qu'on a fait de lui, les gens, sans même s'en rendre compte, veulent la prédation, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec bizarrement le retard d'Apple pour le bien de ces gens, mais ces gens qui se plaignent que Apple est en retard. Donc, je vous ai donné les principes fondamentaux du scaling. 1. Vous devez être le plus loin possible de la chaîne de valeur de production. La chaîne de valeur ajoutée. Le plus loin possible. 2. Dans cet écosystème, vous devez utiliser la force de production des autres. Vos équipes, l'IA, l'argent doivent faire le travail à votre place, comme durant l'époque de l'esclavage.
comme Facebook et son algorithme, comme le App Store de Apple, comme le système d'affiliation sur les réseaux sociaux, comme le clip farming, ce que moi j'appelle le mass content staking. Les gens doivent faire le travail à votre place. Ensuite, vos clients doivent aussi vous ramener des clients. De même, sans que vous n'ayez à les payer, comme le private equity, comme le système d'affiliation, comme Apple et son algorithme. Et troisièmement, les gens doivent revenir tout le temps racheter vos produits. Si vous avez un business de service, débrouillez-vous à avoir des upsells dans votre business. C'est important. Débrouillez-vous à avoir des upsells dans votre business. Les gens doivent tout le temps revenir acheter vos produits. Vous devez scaler. Vous avez ramené 10 000 euros à ces personnes dans leur compte en banque. Maintenant, vous scalez, vous upsellez pour leur ramener 30 000 euros par 30 000 euros. Ensuite, 50 000 euros. Ils doivent tout le temps revenir. Exactement comme les gens reviennent acheter des produits Apple, les gens reviennent sur la plateforme Facebook pour continuer de scroller ou bien continuer de dépenser de l'argent sur la plateforme pour avoir des clients. Les gens doivent tous les jours revenir. Allez voir les travaux de Herman Merrival et de John Taylor en 1813, 1814, 1815. Ils vous expliquent absolument tout. Le capitalisme encore n'a jamais été le problème. Le capitalisme est une résultante de cette idéologie prédatrice sur une loi fondamentale qui est que le travail égale richesse. Ça n'a jamais été le problème, le capitalisme. Donc, mais malheureusement, on n'est pas là, on n'a pas encore les moyens de changer les choses. Donc, servez-vous de ce que je viens de vous identifier. Les gens doivent faire le travail à votre place. Les clients doivent vous ramener des clients. Vous devez être le plus loin possible de la chaîne de valeur ajoutée. Vous devez avoir le plus de levier possible. Vous devez vous concentrer sur... En fait, c'est le Pareto, quoi. Vous devez vous concentrer sur les 20% qui ramènent 80% des résultats. Et je vous garantis que pour ce qui est du scaling, tout va bien se passer pour votre business.